Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui ce soir, on fait surtout le débrief de cette étape numéro 4 du Giro, étape qui a été très animée. On va avoir beaucoup de choses à dire, il va falloir tout condenser en un quart d'heure, donc ça va être un peu showtime. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la course, qui vous a déçu, qui vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Quand vous abonnez, mettez la petite cloche. N'hésitez pas également à retweeter. Enfin, faites tout ce que vous voulez. Grosse étape, très animée, assez surprenant pour un début de Giro. Mais déjà, l'année dernière, du côté de l'étape de l'Etna, j'avais été assez surpris que contrairement aux autres grands tours, eh bien on avait décidé d'animer également une étape 3 ou une étape 4 d'un Giro. Je rappelle, aujourd'hui on partait de Piacenza pour aller à Sestola, 187 km. Il y avait le Colle Pazzerino en fin de journée, mais on avait également la côte de Montemolino et le Castello di Carpinetti. Donc il y avait une journée très compliquée. Puis il y avait la montée vers Monte Creto. Oui, je crois qu'il y avait un sprint. Non, il y avait le Monte Creto n'était pas répertorié au classement de la montagne, mais c'était également une côte qu'il fallait passer. Étape qui est très animé, l'échappée a pris très vite de l'avance. On avait une échappée de 25 avec deux Français notamment. Pas deux Français, pardon. Avec des coureurs des équipes françaises. Il y avait notamment Vandrame, Walter et Nicolas Hédé. Et cette échappée s'est disloquée assez loin de l'arrivée, notamment sous l'impulsion de Quinton Hermans, Rentaramae et avec Juliansen. Et ensuite derrière Dombrowski et De Marchi, qui étaient dans un deuxième groupe, dans un groupe de chasse, ont réussi à sortir dans la dernière difficulté du jour, sont revenus sur les hommes de tête et les ont dépassés, et Dombrowski s'est imposé. On va revenir donc sur tout ça, sur l'animation, il y aura beaucoup de choses à dire, et tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec le Français du jour pour moi, c'est Romain Bardet, parce que Romain Bardet il fait la bonne opération du jour. Je vous avais dit qu'il y avait un truc qui m'avait surpris lors de ce contre-la-montre, c'est qu'il était extrêmement maigre, ce qui est souvent signe dans le cyclisme de très grande forme. Et du côté de Romain Bardet, je pense qu'il est en très grande forme parce qu'il était dans le groupe Remco Evenepoel, c'est-à-dire le groupe qui a fini à 10 secondes d'Egan Bernal. C'est-à-dire que Romain Bardet est plutôt dans de bonnes dispositions, surtout il a fini devant Jay Hindley. Et les stratégies chez DSM vont peut-être être légèrement modifiées, vu que Jay Hindley a l'air d'être un peu plus en difficulté, même si Jay Hindley n'a pas non plus complètement explosé comme d'autres coureurs, mais nous reviendrons là-dessus plus tard dans cette vidéo quand on passera au FOB. Donc du côté de Romain Bardet, la forme est là. Faut se méfier du français qui manque un peu de confiance par rapport aux 2 dernières années chez AG2R. Par contre, du côté de Romain Bardet, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que l'année dernière chez AG2R, déjà avant qu'il abandonne sur le Tour de France, il était plutôt en forme et qu'il avait plutôt bien fini la saison également. Il a bien débuté la saison aussi sur les classiques flandriennes où il avait énormément travaillé pour l'équipe DSM, et donc on est un peu sur la suite. Je pense que de changer d'air également lui a fait beaucoup de bien. Il voulait aller sur le Giro, il est enfin sur le Giro, et je crois que ça c'est très important également pour Romain Bardet. Du côté donc de Vandrame, je vais pas dire grand chose. On a eu également Nicolas Hédé donc qui finit 7ème de l'étape, juste derrière Attila Walter. Du côté du coureur de la Cofidis, très belle journée également. Au classement de la montagne, j'ai pas regardé si j'ai pas fait les calculs au classement de la montagne, si ça voudra bien s'afficher, mais il n'a j'ai pas si j'ai les points. Oui, il a pas pris de points par contre, mais c'est bien, il s'est montré à l'avant. Et belle journée également de Attila Walter. Attila Walter qui est un jeune coureur encore, qui fait son premier Giro, et c'est bien d'être à l'avant pour un coureur de la Groupama FDJ qui, encore une fois, n'a pas forcément des atouts dans sa main. Du côté de la Groupama FDJ, par contre, il y a un coureur qui a perdu beaucoup de temps, et c'est un petit peu une déception également, c'est Rudy Mollard. On aurait pu s'attendre à ce qu'il joue le général, et bien Rudy Mollard dans le groupe Joao Almeida, c'est-à-dire à 5 minutes 58 de Dombrowski.
mais c'est-à-dire surtout à 4 minutes 10 du groupe Bardet et à 4,21 du groupe Egan Bernal. Autant vous dire que les chances de victoire s'amenuisent, et les chances de top 10 surtout s'amenuisent énormément pour Rudy Mollard, mais ça veut dire qu'il aura un peu plus de liberté peut-être pour la 3e semaine de course pour Rudy Mollard. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour, Joseph Lloyd Dombrowski. Joseph Lloyd Dombrowski qui est un coureur qui est souvent placé, rarement gagnant, qu'on voit assez régulièrement quand même, déjà dans le général, le classement général de Grand Tour, parce que Dombrowski a quand même fini 12e du Giro en 2019, 3e d'une étape du Giro en 2016. Il avait un compte à régler avec le Giro, parce que faut savoir qu'il avait remporté le Baby Giro, cette course pour les espoirs, qui est un petit peu le pendant italien du Tour de l'Avenir. C'est un coureur qui était très performant chez les jeunes, Dombrowski, puis chez les professionnels. Faut savoir qu'il a commencé chez Sky, ce qui était peut-être pas forcément non plus le mieux pour lui, puisqu'il s'est retrouvé très vite équipier, Dombrowski, mais il a eu souvent du mal à s'imposer en tant que leader, du mal également, c'était en 2012, sa victoire sur le Giro, et je crois me rappeler même d'avoir entendu ça des commentateurs anglais, mais je vais vérifier ça, parce que j'ai regardé à moitié sur la rail, et sur la fin, vu que mon lien avec la rail ne marchait plus, j'ai regardé, oui, il avait battu Fabio Aru, et Zakharine également, qui était dans le top 10. Et du côté des Français, il n'y avait pas de Français peut-être, Non, il n'y avait pas de Français, mais il est battu au général Aru. Il y avait Zardini également. Dans l'équipe Bon Trajet, Livestrong. On nous rappelle des bons souvenirs, ça, Lance Armstrong. Mais du côté de Joe Dombrowski, voilà, il a fait vraiment une très très belle étape. Aujourd'hui, il a été intelligent parce qu'il aurait pu s'affoler. Surtout quand le groupe de poursuite vraiment ne s'entendait pas du tout. Et il est resté très calme. Ils ont décidé de sortir vraiment dans un endroit stratégique avec des marquis notamment. Et je crois qu'ils ont été très très forts de se dire... Les mecs devant, ils sont cramasses, on va sortir dans le final. Peut-être qu'ils ont bien été aussi conseillés par leur directeur sportif. C'est une belle victoire également pour UAE, parce que UAE vient avec une équipe où vous avez Diego Ulissi, vous avez Gaviria, vous avez Dombrowski, mais plutôt une équipe de francs-tireurs. Et là, c'est une bonne nouvelle. Voilà, ils débloquent le compteur très vite. Comme ça va peut-être un petit peu détendre les troupes. Je continue également. Deuxième équipe, je dirais, c'est Intermarché, parce que ils ont quand même tenté un grand coup aujourd'hui, Intermarché. On ne pourra pas leur enlever ça. Alors certes, ça n'est pas allé au bout du côté d'Intermarché, avec cette attaque assez loin de l'arrivée. On était encore à 60 bornes de l'arrivée au moins. Cette accélération avec Hermans et Taramae. J'ai eu peur de me dire, putain, il y a un mec qui a parié Taramae dans les commentaires ce matin et qui va gagner. Et non, heureusement, c'est pas imposé. Mon Dieu, j'aime pas perdre. Non mais c'est pour rire. Mais du côté de Taramae, c'est vrai que je n'avais pas vraiment pensé à Taramae pour vous dire ce matin. Mais du côté de Taramae, il a été costaud quand même dans le final, sur une étape comme ça où les conditions climatiques étaient compliquées. Surtout les conditions de vent également n'étaient pas simples. Il a tenté, il s'écroule dans le final, mais de toute manière, vous voyez dans le Monte Molino où déjà ils sont à fond. Avec Jules Johnson. C'est dommage parce que Hermans a fait un gros travail. Ça aurait été marrant quand même qu'Intermarché récupère le maillot rose. Et pour Jules Johnson, ça aurait été sympa également qu'il gagne l'étape, parce que c'est un coureur qui, je pense, est un peu sous-estimé, Jules Johnson, qui est un très bon équipier, notamment pour Simon Yates. Mais voilà, dommage pour Taramae. Alors il prend quand même Taramae aujourd'hui, non, il prend la 9e place, voilà, donc il prend un top 10. Je crois qu'au niveau du maillot à points également, il doit être 2e. Pas du maillot à points, pardon, j'ai cliqué. Oui, il est 3e, pardon, derrière Dombrowski à Albanese, parce que Dombrowski gagne le maillot de la montagne, j'ai oublié de le signaler. Mais c'était une belle tentative, il fallait qu'il fasse Taramae, parce que face à un Dombrowski ou face à un De Marquis, pour moi, il était en dessous. Surtout en termes de punch, c'est vraiment pas un coureur qui a beaucoup de punch, donc il fallait qu'il tente ça. Et puis, je mets en dernier Egan Bernal, que j'ai trouvé très bon aujourd'hui. Egan Bernal, si on pouvait encore avoir des doutes avec ses problèmes de dos,
Si c'était réglé, j'ai l'impression que la condition physique est là. Alors il faudra encore attendre avec Egan Bernal, je pense en milieu de deuxième semaine pour être certain qu'il puisse jouer la gagne jusqu'au bout. Mais très belle journée de la part d'Egan Bernal, puis surtout là il n'y aura plus de problème de leadership non plus chez Ineos. J'ai l'impression parce que Sivakov a quand même perdu du temps. Pavel Sivakov, il est à 2-11, il est dans le groupe Nibali. Il n'a pas passé une très belle journée. Donc voilà, belle journée d'Egan Bernal. Je ne vais pas plus m'étendre. Il a bien résisté, il a bien récupéré l'attaque de Michael Landa. Et puis à un moment, il a bien fait mal également à Hugh Carty et Vlasov. Donc voilà, c'est une belle journée pour Egan Bernal. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je vais commencer par vous faire un petit bilan du classement général pour vous dire un petit peu les coureurs qui ont un peu perdu. Du côté des coureurs qui ont perdu aujourd'hui, on peut parler de Pozzo Vivo qui est à 2-11, mais on s'attendait pas trop à ce qu'il joue le général. Il y a Nibali, Sivakov, Jane également qui sont à 2-11, Masnada à 2-51, mais il a travaillé pour Remco Evenepoel. Il y avait George Bennett également qui a perdu du temps, et puis Almeida. On reviendra également sur Roao. On commence tout de suite par les bonnets d'âne et je commence avec Roao Almeida 5,58. Aujourd'hui pour Roao Almeida, donc voilà 4,10 et 4,20 sur les meilleurs. Très mauvaise journée d'Almeida, il a lâché à 5 km de l'arrivée. Tu sens qu'à ce moment-là il est pas dedans et c'est pas le Roao Almeida qui lâchait, notamment l'année dernière autour de Burgos, parce qu'il avait du mal à se mettre dans le rythme et qu'il avait besoin de temps pour se mettre dans le rythme, comme un coureur de contre-la-montre, comme un peu un Tom Dumoulin. Non, c'était Roao Almeida qui pédale carré. C'est dommage parce qu'il a complètement explosé. Alors lui, Almeida, quand il a une mauvaise journée, il a vraiment une mauvaise journée. Ce qui finit quand même avec Luis Leon Sanchez. Bon, il y a Mollard, mais Mollard aussi a bien pété. C'est une journée compliquée pour Almeida. Heureusement dans l'équipe, ils ont encore Remco Evenepoel parce que du côté de la Deceuninck, il n'y a plus vraiment de solution de rechange. Je continue également avec Vincenzo Nibali, 2-11 aujourd'hui pour Nibali. Je suis pas beaucoup plus rassuré qu'en début de Giro par le niveau de forme de Nibali. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas le pire également chez Trek parce que Mollema, il a disparu Mollema. Il a disparu, il a fini combienième Mollema? Je l'ai raté? Non, je l'ai pas raté. Là pour l'instant j'ai les 100 premiers. Il est 17h52, pour tout vous dire quand j'enregistre cette vidéo. Mollema, je l'ai perdu. Et je l'ai perdu. Non, il a fini très loin encore aussi Mollema. Là, j'avais oublié de le mettre Mollema. Il n'y a plus de solution de rechange. Donc, désormais chez Trek, c'est encore plus mal. Et il perd quand même 2 minutes. Il perd quand même une trentaine de secondes sur Evenepoel, quasiment 40 sur Egan Bernal. C'est beaucoup. Surtout que le premier contre-la-montre n'avait pas été exceptionnel. On a bien compris de toute manière chez Trek qu'on jouait aussi les victoires d'étape depuis l'attaque de Ciccone hier. Donc ça confirme également cet état d'esprit dans cette formation que on n'a peut-être pas forcément le leader pour le général et que Nibali, il risque d'avoir 3 semaines un petit peu compliquées. Puis je termine avec George Bennett. Là aussi, du côté de Jumbo-Visma, c'est un peu une déception. 3 minutes 06 quand même de perdu aujourd'hui pour George Bennett. Là encore dans cette formation, j'avais des doutes sur le fait qu'on pense que George Bennett soit le leader parce qu'on n'avait pas forcément mis une grosse équipe autour de lui. À partir du moment où on met David Decker et Groenewegen, ça va peut-être faciliter le travail de David Decker parce que les Affini et Tobias Foss vont peut-être se mettre maintenant à son service pour les sprints. Mais pour le général, ça me semble également compliqué. Alors, c'est pas totalement perdu. Il y a ça doit faire à peu près une 30, un peu moins d'une 30 sur Evenepoel et une 40 sur Bernal, mais c'est quand même mauvais signe sur une dernière montée qui devait faire 5 km de lâcher, alors que le rythme certes était élevé, mais il y avait eu quand même un peu une non-journée jusqu'à ce moment-là. Le rythme n'avait pas été fort jusqu'à 50 bornes de l'arrivée dans le peloton, 50-60 bornes de l'arrivée dans le peloton, parce qu'on roulait à peu près sur le même rythme que les échappés. Donc c'est un petit peu une mauvaise journée également pour George Bennett. On verra comment ça se passera dans les semaines à venir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Demain, c'est tout plat, mais ça ne veut pas dire que ça sera une journée tranquille.
Pour ça, il faudra voir la présentation de cette étape numéro 5 qui arrivera du côté de Cattolica. Ça sera demain 7h30 et puis on fera le débrief de cette étape. Également demain, il y a également la Formule 1, pense qu'elle est déjà en ligne. Et il y a également la F3 qui va arriver en ligne. Et les audiences dans le courant de la semaine, ça va être un peu compliqué. Voilà, j'espère que vous avez aimé tout ça. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao.